Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Rachel Binas, Marianne, Nathan Dever, CNews, Joseph Cohen, enseignant à Dublin qui revient d'un voyage en Arabie Saoudite, mais son avion de retour des États-Unis a été retardé, donc on verra s'il rejoint les intervenants. Et Aline Lebaille-Kremer, Stand with Ukraine. Nous parlerons du mondial et de ses conséquences, de la percée du Maroc et de ses implications. Nous parlerons du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de l'Ukraine. Et nous allons commencer avec vous. Rachel Binas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire d'une manière générale qu'après la demi-finale Maroc-France, la liesse a été dans l'ensemble respectée en dehors de quelques incidents, des interpellations et puis une grosse affaire à Montpellier qui a fait un mort, un adolescent. Vous avez couvert l'ensemble de, pas vous, mais avec toute une équipe, l'ensemble du territoire pour le magazine Marianne. Une bonne partie, du moins, en effet, avec les collègues, on s'est réparti autant que possible la couverture des villes principales, on va dire. Pour ma part, j'étais place de Clichy à Paris. Et en effet, ces matchs de foot, la Coupe du Monde, qui est un moment d'union populaire, de fierté nationale, où la communion justement nationale s'exprime, eh bien depuis plusieurs années, sont sujets à des débordements qui viennent souvent gâcher la fête. Alors, pendant très longtemps, ça se limitait aux grandes villes. Mais aujourd'hui, même dans les territoires éloignés des métropoles, on s'inquiète du sort qui sera réservé à sa voiture stationnée ou garée lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir un garage. Place de Clichy, l'ambiance était plutôt bonne, mais on sentait quand même une tension un peu. On sentait qu'à tout moment, ça pouvait éventuellement basculer. Certains ont rejoint bien sûr les Champs-Élysées pour des scènes plus ou moins festives. Et voilà, et en effet, on voit très souvent cette expression d'un ressentiment qui s'exprime donc lors de moments qui devraient être festifs. Néanmoins, c'est pas cantonné au football, hein. C'est quelque chose, c'est une tendance que l'on voit au Nouvel An, à la fête de la musique, tous ces événements qui servent prétexte justement pour exprimer un ressentiment et faire part de sa colère sous la forme d'une violence inadmissible, bien sûr. Dans le cadre de ce match-là, on va dire que le tableau était peut-être conforme à ce qu'on attendait. Des débordements sur les Champs-Élysées, à Lyon, des groupes d'ultra-droite qui ont tenté justement de faire passer leurs idées sous une forme extrêmement violente, mais qui ont été arrêtés. Marseille, plutôt bon enfant. Et puis, vous l'avez dit, Montpellier, ce terrible drame, un jeune de 14 ans qui a été apparemment renversé par une voiture dans ce qui pourrait être un mouvement de foule. Vous avez suivi aussi Nathan Dever, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi tous les lendemains du match France-Maroc. D'ailleurs, on apprend que la Fédération marocaine de football a déposé une réclamation à la FIFA concernant l'arbitrage du France-Maroc. Ça fait partie aussi du ressentiment ? Oui, alors je commenterai pas l'aspect sportif de la chose parce que je ne m'y connais absolument pas en football et c'est pas trop mon champ de compétences du tout. Moi, ce qui m'a frappé dans cette soirée-là, premièrement, et je suis d'accord avec votre constat, c'est-à-dire que pour l'ultra majorité des gens, ça a été une soirée totalement festive, y compris pour ceux qui initialement soutenaient l'équipe marocaine, des Franco-Marocains, et puis qui ont quand même été très heureux de voir la France gagner. Cependant, il y a eu un événement qui, à mon avis, est assez majeur, c'est que quand l'équipe du Maroc s'est qualifiée pour la demi-finale,
et que donc il y a eu ces célébrations dans toute la France, et notamment sur les Champs-Élysées, avec certaines violences commises par vraiment une minorité des supporters marocains, notamment sans interpellation sur les champs. Dans l'intervalle entre ces deux matchs, il y a eu beaucoup de commentateurs, de commentaires dans le débat public consistant à dire que nous redoutions des violences pour le soir de la demi-finale, et que ces violences viendraient en gros des supporters du Maroc, des Marocains, etc. Et en fait, ces violences-là, elles ont eu lieu hier, il y en a eu quelques-unes lors de ce match France-Maroc, mais on a vu qu'il y a eu des groupuscules d'ultra-droite à Lyon, à Nice, à Paris, dans le 17e arrondissement, et sur les Champs-Élysées aussi, manifestement, qui se sont regroupés, cagoulés, armés, pour commettre quand même des ratonnades, c'est-à-dire dans le but vraiment de casser de l'étranger, de casser de l'arabe. Désolé de parler comme ça, mais c'était leur logique. Et ça, pour moi, c'est intéressant à deux titres. D'abord, voir le décalage entre ce qui nous était annoncé comme type de violence et les violences de facto qui ont eu lieu. Et deuxièmement, c'est intéressant de voir aussi que on nous dit toujours qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'extrême droite. C'est souvent quelque chose qu'on nous dit, parce que l'extrême droite, ce serait les années 30, ce serait les groupuscules violents. Eh bien là, moi, je suis quand même interpellé par le fait qu'il y a encore, en France, des groupuscules violents se réclamant de l'extrême droite, se réunissant lors de soirées pour commettre des ratonnades envers les étrangers. Rachel Binas, vous êtes d'accord avec ce constat d'un décalage entre ce qu'on nous annonçait et ce qui s'est produit à la fin? Écoutez, je ne sais pas, on verra sur le long terme si en effet c'est une tendance. Il y a aussi parfois des chiffres aussi, des informations qui sont transmises aux journalistes qui ne l'étaient pas toujours jusque-là. Les préfectures et le ministère de l'Intérieur a parfois tendance justement à communiquer ces dernières années un petit peu plus en détail sur les chiffres, sur les arrestations, etc., plus qu'ils ne le faisaient il y a quelques années. Donc je veux faire attention qu'il n'y ait pas de biais. Ensuite, oui, bien sûr que les groupuscules, alors certains utiliseront le terme d'extrême droite, d'autres d'ultra-droite, sont toujours présents, notamment dans des territoires qui sont un peu leur berceau. C'est le cas par exemple de Lyon. Lyon est une ville justement où les idéologies d'extrême droite ont toujours été assez prégnantes. Donc il n'est pas surprenant de voir justement ces groupes-là se manifester. Et puis on le sait, il y a aussi des groupes politiques ou idéologiques qui peuvent être derrière et qui peuvent alimenter. Une question, par exemple, qui se pose, c'est celle de la représentativité, on l'a pas mal entendu, de l'équipe de France. Mais regardez, cette équipe de France n'est pas à l'image des Français. Mais l'équipe de France de football n'a pas à être à l'image de l'ensemble de la population. Elle est sélectionnée pour ses capacités justement footballistiques, pas pour la couleur de peau ou la religion. Alors, tout le monde arabe s'est retrouvé derrière cette équipe du Maroc. Félicitations à nos forts du Maroc. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères égyptien. Les Marocains ont réuni autour d'eux, comme ils le disent eux-mêmes, tous les Marocains, tous les peuples arabes et même tous les peuples musulmans. Et on a vu aussi le drapeau palestinien extrêmement présent en latin de verre. Oui, alors encore une fois, il y a la dimension sportive qui est une chose. C'était inédit qu'une équipe marocaine soit en demi-finale et même qu'une équipe arabe soit en demi-finale. Mais par-delà, il y a la dimension symbolique. Pour ma part, je me réjouis que le monde arabe se soit rangé derrière le Maroc. C'est pas n'importe quel pays. C'est premièrement, c'est peut-être le pays du monde arabe qui allait le plus loin dans l'émancipation, avec les droits des femmes, avec la constitution, etc. Premièrement. Deuxièmement, c'est un pays qui a jamais, en tout cas dans son histoire récente et même dans son histoire, qui a jamais transigé avec la lutte contre l'islamisme. Le roi du Maroc a toujours combattu les visages récents, modernes de l'islamisme. Troisièmement, c'est un pays qui est aujourd'hui, qui s'est absolument modernisé, occidentalisé, qui sur le plan économique est en train de constituer une véritable classe moyenne, sans pour autant renoncer à son identité. Ça veut dire que c'est pas un pays qui s'américanise totalement. Sur le plan géopolitique, c'est un pays qui a fait une alliance avec Israël, mais qui n'abandonne absolument pas le soutien à la cause palestinienne. Donc tout cela fait que je trouve ça salutaire que ce soit aujourd'hui ce pays qui soit en train de s'implanter comme leader, un des leaders, peut-être pas le seul, du monde arabe et de la conscience et de l'imaginaire arabe. Rachel Binas. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'est vraiment rassemblé autour du Maroc. En tout cas, on observe un décalage entre, on va dire, le peuple et les élites, vite, selon les pays. Je vous donnerai un seul exemple, c'est l'Algérie.
L'Algérie, on le sait, qui entretient des relations plus que difficiles avec le Maroc, la frontière est même fermée entre les deux pays, eh bien, le gouvernement algérien a limogé le directeur général de la télévision algérienne parce qu'il avait simplement mentionné la victoire du Maroc sur le Portugal. Ça lui a valu donc de perdre son emploi. Donc, bien sûr que ces matchs et cette Coupe du Monde est extrêmement politisée et que certains intérêts aussi se manifestent. Le militantisme peut trouver justement un espace pour se déployer. Je pense là, par exemple, au drapeau que l'on a vu à plusieurs reprises, le 1er décembre, le 6 décembre, déployé justement par l'équipe marocaine. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que c'est justement l'expression d'une contestation à l'égard des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham de 2020, qui justement organisaient la normalisation des rapports avec Israël. On le sait, le roi du Maroc ne s'est pas rendu au Qatar pour ce match. Est-ce que c'était une manière de manifester justement son mécontentement à l'égard de cette équipe marocaine qui avait justement quasiment mélangé, si je puis dire, les drapeaux palestiniens avec le drapeau marocain pour en faire une seule. Non, mais on a du mal à vous entendre, donc je vais demander à Sergio d'essayer d'améliorer la liaison. En attendant, qu'est-ce que c'est le signe, effectivement, Nathan Devers, c'est le signe d'un refroidissement entre Rabat et Paris je veux dire que cette absence du roi Mohamed VI à la demi-finale de football. Oui, sans doute, naturellement. Et dans ce que disait Rachel, il y avait, me semble-t-il, deux enjeux. Bon, premièrement, cette absence qui a en effet ces raisons que vous dites. Et deuxièmement, la question aujourd'hui, me semble-t-il, c'est aussi celle de la rivalité, qui n'est pas seulement une rivalité entre le Maroc et l'Algérie sur des questions, le Sahara, etc. C'est une question beaucoup plus profonde. C'est la rivalité entre deux manières dont deux pays veulent positionner l'avenir du monde arabe dans leur rapport à leur mémoire, parce que l'histoire du Maroc, l'indépendance du Maroc, c'est pas non plus acquise uniquement dans la paix, ça a quand même été un processus violent, difficile, qui a aussi laissé des traumatismes, mais d'un côté, vous avez un pays qui dépasse ce traumatisme, qui va de l'avant, y compris dans ses relations avec la France, y compris quand ses relations sont difficiles, sont confrontées à des obstacles. De l'autre, vous avez un régime quand même qui instrumentalise une mémoire pour réprimer son propre peuple, ou en tout cas pour juguler les droits de son propre peuple. Sur la scène, donc ça c'est sur la scène de la mémoire. Sur la scène des minorités, vous avez au Maroc une minorité juive qui est tout à fait respectée, des synagogues ouvertes, une mémoire et un présent et un avenir. Vous avez une minorité catholique qui est également très respectée. Vous avez en Algérie, à ma connaissance, pas beaucoup de synagogues ouvertes, voire pas du tout. Vous avez des cimetières qui sont profanés, etc. Sur la scène géopolitique, encore une fois, vous avez un pays comme le Maroc qui a pris cette décision. On peut discuter pendant 1000 ans des accords d'Abraham, il y avait peut-être 1000 choses à dire, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait faire les choses, etc. Mais en tout cas, qui a pris cette décision de fraterniser avec Israël sans abandonner la Palestine, c'est important. Et vous avez en face un régime comme le régime algérien qui, à chaque fois qu'il y a un problème, quand même brandit le grand Satan sioniste pour justifier son propre autoritarisme. Donc, pour ma part, je me réjouis que dans cette concurrence, en effet, il ne faut pas être naïf et croire que tout le monde arabe, tous les pays se sont réunis derrière le Maroc, mais que dans cette concurrence entre l'Algérie et le Maroc, c'est clairement aujourd'hui le Maroc qui remporte la mise et qui va de l'avant. Alors, le Qatar sort grand gagnant de cette Coupe du Monde, mais une fois passé la Coupe, est-ce qu'on ne va pas commencer à ressortir d'autres problèmes comme le scandale de la corruption du Parlement européen? Vous en parliez dans votre article de Marianne, Rachel Binas. Alors, c'est le fameux Qatargate, qui en effet n'est pas près de se finir. On l'a vu avec l'enquête menée par le gouvernement belge. Une eurodéputée grecque, justement, Eva Kaili, est au cœur de ce scandale. Ce sont les autorités belges qui sont à l'origine donc de l'enquête. Maintenant, il est fort à parier que ce ne soit que le début, en fait. Que ce ne soit que le début et que d'autres noms, d'autres scandales viennent justement émailler certes la Coupe du Monde, mais également l'après.
On le sait, hein, le Qatar est dans une position, comme d'autres pays, hein, de soft power assez fort, et ça passe par des méthodes qui paraissent presque à l'ancienne, c'est-à-dire de valises peut-être de billets, l'enquête nous le dira, mais avec des niveaux de corruption soupçonnés qui sont en effet extrêmement forts, extrêmement puissants. Nathan Devers, le président Macron s'est rendu au Qatar. Il a bien fait d'y aller parce qu'il y a eu des contestations de son voyage. Il y a le fait aussi, il y a le fait d'aller au Qatar, mais il y a aussi le fait de louer l'organisation du mondial. Ça aussi, ça a fait polémique. Alors écoutez, c'est très intéressant comme question. D'abord, pour ma part, je pense que c'était une erreur d'organiser ce mondial au Qatar, pour une raison très simple. C'est que quand il y a un pays qui est autoritaire, qui réprime les droits humains, etc., évidemment qu'il faut quand même essayer de faire des choses dans ce pays. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fermer laisser se laver les mains comme Ponce Pilate et dire que ce pays se débrouille. Non, il faut agir. Il faut faire des choses émancipatrices. Peut-être de la philosophie, peut-être de la littérature, peut-être voilà. Organiser un mondial. Alors, on va en parler à propos de votre voyage c'est pour ça en Arabie Saoudite. Je faisais le lien, j'y pensais. Mais organiser un mondial, c'est évidemment, ça vise à renforcer le régime. C'est évidemment l'inverse. Donc c'est pourquoi je pense que c'était une erreur de le faire. Ensuite, ce que j'observe quand même, avec beaucoup d'amusement, c'est qu'au début de ce mondial, on avait quand même une opinion publique et une presse quasi unanime pour nous dire que il fallait le boycotter ou en tout cas le suivre du bout des doigts, etc. Et que plus la France a fait des bons scores et plus cette question politique a été quand même mise sous le tapis. Ça en dit très très long hein, de la politisation d'une partie quand même de notre société. Et donc pour vous répondre, je pense que c'est un peu facile de reprocher à Emmanuel Macron d'être allé au Qatar, sachant que le match a été vu par 20,7 millions de Français. À la télévision et peut-être plus d'ailleurs sur Internet. Donc si vous voulez, le président n'est que le reflet de l'opinion qui a voté pour lui et qu'il cristallise. Si peut-être il y avait eu beaucoup plus de prise de conscience dans le pays de ce que représentait cette course mondiale, peut-être qu'il n'y serait pas allé, j'en sais rien. Mais c'est trop facile de critiquer le président quand celui-ci ne fait que s'aligner sur la majorité de notre population. Alors, on va parler avec vous, on va passer du Qatar qui a enregistré effectivement un succès avec ce mondial à l'Arabie Saoudite. On va en dire quelques mots parce que vous avez été avec Joseph Cohen, qui n'est toujours pas là, qui doit être dans un avion, invité à un colloque à Riyad sur, tenez-vous bien, la philosophie. C'est un colloque mondial, et ça n'était pas le premier, hein. Non, c'était le deuxième. Moi, j'étais juste invité, mais c'est un colloque qui est dirigé, créé à l'initiative de Joseph Cohen, et c'est la deuxième édition. Moi, c'était la première fois que j'y allais, et c'est une initiative absolument merveilleuse, qui consiste en effet à réunir des philosophes du monde entier. Il y avait des Américains, il y avait des Anglais, il y avait des Libanais, il y avait évidemment un philosophe du Koweït, on était des Français, des Anglais, etc., qui sommes venus faire des conférences de philosophie auprès de la société civile saoudienne, Ariane. Et alors ça a été absolument merveilleux de voir que c'était premièrement, ça nous questionnait sur qu'est-ce que c'est que de faire de la philosophie en dehors du contexte européen classique, qui correspond, si vous voulez, à la genèse historique du mot philosophie et du projet qui était la philosophie. C'était extrêmement enrichissant, en tout cas pour moi, d'y aller. Et je pense qu'il s'est joué quelque chose d'extrêmement fort. On l'a vu, il y a eu des rencontres, des discussions après les conférences, auprès des gens qui étaient là, qui ont assisté à ces conférences. Et dans les discussions, je pense que éveiller le désir de philosophie dans une société, c'est toujours, quel que soit le contexte politique, quel que soit le contexte géopolitique, c'est toujours quelque chose de profondément émancipateur. Alors précisément, est-ce que vous avez hésité à accepter l'invitation? Ou est-ce que vous vous êtes dit... il n'y a pas de problème, un colloque sur la philosophie, on me demande de parler philosophie, j'y vais, même s'il y a des choses enfin j'imagine qu'il y a des choses qui vous déplaisent dans le régime. Mais j'ai absolument pas hésité, pas une seule seconde à y aller. Premièrement, l'Arabie Saoudite est un pays, moi, qui m'a toujours un peu
intrigué ou fasciné, je ne sais pas si c'est un grand mot, j'avais envie d'aller voir à quoi ressemblait ce pays, même si c'est trop court pour évidemment voir profondément. Deuxièmement, ça rejoint la question qu'on posait tout à l'heure sur le Qatar. L'enjeu, me semble-t-il, quand il y a un pays dont le régime politique ne nous satisfait pas, évidemment, moi je ne veux pas vous dire que je soutiens, moi qui suis si libertaire, des politiques qui peuvent être liberticides à bien des égards, mais la question est d'aller, est-ce qu'on va vers l'émancipation ou est-ce qu'on n'y va pas? Premièrement, il me semble que c'est quand même un pays qui est en train de changer, de bouger énormément, d'aller vers quelque chose de quand même dans le sens de l'émancipation. Les droits des femmes sont augmentés, on voit quand même, même sur le plan économique, des mutations, la formation aussi d'une classe moyenne, on voit une modernisation qui me semble-t-il, va vers une augmentation des droits humains. Alors naturellement, on aimerait bien peut-être que ça aille plus vite et on pourrait se dire qu'il faudrait brûler les étapes. C'est tout à fait normal comme désir, mais déjà, cette dynamique est à mon avis centrale. Et deuxièmement, encore une fois, faire un colloque de philosophie, c'est pas la même chose que faire un mondial de football. C'est-à-dire que, sans doute que parmi Il faut dire quand même que l'Arabie Saoudite commence à s'intéresser au football également. Ils se rendent compte que politiquement, c'est très important. C'est peut-être à la suite du Qatar, mais ils le font aussi. Oui, peut-être qu'ils le font. En tout cas, ils m'ont pas demandé d'aller donner des cours de football à Riyad et je serais bien incapable. D'accord. Mais vous, oui, vous avez parlé de quoi au passage? moi j'ai fait une conférence qui s'appelait « La philosophie a-t-elle un commencement ?» avec mon mauvais accent anglais, mais c'était une question à la fois sur comment on devient philosophe, comment dans une existence on se met à ressentir le désir de philosophie, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est pas la même chose que choisir un métier, c'est pas choisir une vocation. Et deuxièmement, c'était évidemment, est-ce que la philosophie a un commencement historique et est-ce qu'elle peut transcender ou déborder sa naissance en Grèce pour par exemple exister ailleurs dans d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres langues? Est-ce que précisément vous avez, en dehors du colloque en lui-même, vous avez pu observer d'autres signes d'une ouverture possible de la part du pouvoir saoudien? Oui, écoutez, d'abord, c'était surtout, moi j'ai pas discuté avec le pouvoir, entre guillemets. On parle d'une ouverture, notamment les femmes qui conduisent. Est-ce que vous avez pu avoir sur le plan de la place des femmes, est-ce que vous avez pu observer une amélioration? Alors, pour avoir discuté avec beaucoup de femmes, c'était extrêmement intéressant. À la fin de ma conférence, il y a plusieurs femmes qui sont venues me parler, notamment une étudiante en philosophie qui travaillait justement qui faisait une thèse sur la place des médias et de la télévision dans la culture et dans la politique. Et alors, ce qui est en effet intéressant, c'est que les femmes sont voilées, c'est obligatoire en Arabie Saoudite, pas pour les étrangères, mais pour les saoudiennes. Donc ça, naturellement, je vous ai dit ce que j'en pensais en tant que libertaire. Mais les femmes que j'ai rencontrées étaient des femmes qui, manifestement, moi c'est l'impression que j'ai, sont en train d'avoir de plus en plus de droits. Alors on a parlé du droit de conduire, etc. Mais plus profondément, le fait qu'il y ait, par exemple, des femmes qui fassent des thèses de philosophie, ça ne peut aller que dans le bon sens. Et l'espoir que j'ai, peut-être le pari aussi, que je pense que Joseph Cohen, je ne vais pas parler en son nom, mais je pense qu'il est d'accord avec ce constat, c'est que c'est un pays dont on va sans doute entendre parler en termes d'extension des droits humains dans les prochaines années. Et notamment avec le prince qui, le jour où il aura toutes les manettes en main, vous avez le sentiment qu'il va faire des avancées? Écoutez, je suis absolument pas devin et l'histoire est faite souvent d'imprévus et de choses complexes. Mais manifestement, ce qui me paraît évident, c'est que d'abord sur le plan géopolitique, aujourd'hui on a bien compris que les alliances dans cette région sont en train d'être redéfinies, d'être revues. On sait qu'il y a peut-être eu les accords d'Abraham qui auraient pu s'étendre à l'Arabie Saoudite. Absolument, on va en parler dans un instant. On va en parler aussi avec Rachel Binas, en espérant que la liaison est meilleure. Mais on marque une pause et le 4K revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine avec, autour de nos micros, Rachel Binas, Nathan Dever. Nous parlions, Nathan Dever, de votre voyage éclair en Arabie Saoudite, où vous parliez de philosophie. C'est assez inattendu, mais en même temps, finalement, la philosophie peut être un ciment. Comment ça a démarré cette histoire? Tout d'un coup, les Saoudiens se sont réveillés en disant tenez, on va faire un colloque sur la philosophie. Ça paraît étonnant.
Sur la jeunesse, il faudrait demander à Joseph Cohen l'historique précis, voilà. Je ne saurais pas vous dire. Mais en effet, ce qui était intéressant, c'est que la philosophie, elle n'a pas de frontières, naturellement, et que j'aimerais revenir sur la question que vous me posiez tout à l'heure sur l'Arabie Saoudite. Moi, encore une fois, ce que j'ai vu, ce n'est pas le régime. Et je pourrais absolument pas vous parler du régime, j'ai pas vu d'officiel. Voilà, et c'était pas du tout mon sujet. Non. En revanche, et donc c'est pourquoi je suis un peu mal à l'aise sur l'idée de faire des prévisions sur comment va évoluer le régime. Ça, j'en sais rien. En revanche, ce qui me paraît évident, c'est que de ce que j'ai vu de la société civile, c'est peut-être minuscule, mais j'ai vu une société civile qui était éprise de philosophie et de liberté. Les deux vont ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un pays quand même où l'espace public n'existe pas. C'est-à-dire que l'espace public est neutre pour les femmes parce qu'elles sont voilées. Les hommes aussi, d'une certaine manière, sont voilés, c'est-à-dire ils ont des tenues traditionnelles qui font on voit juste leur visage, mais même pas totalement leur visage. Et donc les yeux surtout. Pas les cheveux, mais même pas les oreilles, etc. Donc on peut pas vraiment reconnaître le visage de quelqu'un, c'est difficile. Ce qui fait que si vous voulez qu'il n'y a pas il y a la famille, ou en tout cas l'intime, et puis il y a l'État. Et entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espace de société civile. Mais à mon avis, c'est cette zone d'ombre, cette part un peu obscure, qui va être amenée à évoluer dans ce pays-là. Et en tout cas, la philosophie y contribue. Et c'est pourquoi c'était une démarche qui était, à mon avis, très salutaire. Est-ce que vous avez observé une volonté à brève ou moyenne échéance de suivre des pays comme le Maroc, les Émirats, Bahreïn, qui ont signé ces accords d'Abraham avec Israël ? Alors ça, encore une fois, je ne saurais pas vous dire du point de vue du régime. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on était plusieurs juifs, Joseph Cohen, moi, c'est connu aussi que je suis juif. Il n'y a absolument eu aucun problème, aucun sujet, aucune discussion. Il y a eu des conférences, je crois aussi, sur la pensée juive, et c'était évoqué en toute liberté et tranquillité, et il n'y avait pas de sujet. Oui, il y a un Italien qui a parlé qui est spécialiste de philosophie juive, et qui a parlé de philosophie juive ariade. Exactement, je crois de Rosenzweig, je crois. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, ça rejoint en fait un point qu'avait très bien vu Derrida dans son livre Le concept du 11 septembre, où il disait l'Europe, elle n'a pas évidemment à arriver dans des pays qui sont des autocraties et à dire voici les valeurs que vous devez appliquer, on vous a écrit une constitution, elle est à vous, voilà. Ça ne se passe pas comme ça. En revanche, l'Europe, elle doit, sans colonialisme aucun, mais elle doit transmettre son expérience d'émancipation, qui est une expérience inédite dans l'histoire de l'humanité, notamment de la scission du théologique et du politique. Et ça, c'est une expérience profondément européenne, et cette expérience-là, on peut la partager. Et partager une expérience avec une autre culture, avec une autre société, avec une autre civilisation, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du néocolonialisme, c'est au contraire du dialogue. Et parce que une expérience se vit différemment d'un peuple à l'autre, et elle ne doit pas être imposée comme ça. Et c'est pourquoi c'était un peu la démarche, je pense, de cette conférence internationale. Rachel Binas, comment vous réagissez à cette évolution de l'Arabie Saoudite, en tout cas dans son volet intellectuel entre guillemets? Oui, elle s'est lancée depuis quelques années dans des opérations de soft power assez importantes, avec la volonté d'ouvrir notamment au tourisme depuis 2018-2019 notamment, et de proposer une offre justement culturelle, artistique, qui soit justement assez importante, aussi pour rattraper son image qui jusque-là a été extrêmement plus que ternie. Rappelons, on l'a dit, que les femmes, même si des assouplissements ont lieu, se doivent de porter une tenue, ne sont pas libres. Il n'y a pas de liberté d'expression dans le pays. Il faut le rappeler, parce que j'entends que des assouplissements ont lieu, que le pays veut s'ouvrir, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique. Les médias ne sont pas libres du tout. Aujourd'hui, la peine de mort est prononcée pour homosexualité, apostasie ou adultère. Les gens sont décapités pour ça. Donc c'est aussi ça, l'Arabie Saoudite. Ensuite, quand on dit, et à juste titre, qu'en effet beaucoup de femmes accèdent aux études supérieures, ce qui sera intéressant, c'est de voir justement dans quelle mesure ces femmes qui accèdent aux études supérieures se retrouvent ensuite dans le marché du travail. Parce qu'on a le cas avec l'Iran. Beaucoup de femmes sont des universitaires, mais on ne retrouve pas la même proportion d'universitaires dans le monde économique, dans la sphère économique. Et ça, c'est important. C'est important de le signaler, en tout cas de l'observer. D'observer ces dynamiques-là.
Ensuite, le pays est extrêmement jeune, 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Donc le gouvernement veut aussi répondre justement aux aspirations de ce peuple-là, qui est constitué donc de beaucoup de jeunes qui observent quand même ce qui se passe autour. Et donc oui, c'est le genre d'initiative qui est importante, qui est nécessaire, mais qui ne doit pas rester pour que justement les effets puissent être diffus, qui ne doit pas se cantonner à une élite saoudienne intellectuelle qui a peut-être l'habitude de se former même dans les pays européens ou américains. Il serait intéressant de voir justement où ces gens font leurs études. Et l'idée ensuite, c'est la diffusion au plus grand nombre, bien sûr. Mais on voit en effet un pays se transformer depuis quelques années, commencer à s'ouvrir au tourisme, utiliser même des influenceurs pour ça sur les réseaux sociaux, faire la promotion de ses paysages, de sa culture. Et il sera intéressant, pour reprendre justement une comparaison que faisait Nathan Dever à juste titre, de savoir quel chemin va-t-elle prendre entre une Algérie et un Maroc. Justement, comment va se positionner dans les années à venir ce pays, et dans quelle mesure va-t-il s'ouvrir? Est-ce qu'il va prendre le chemin d'un Iran extrêmement ferme à l'égard de sa population en quête de liberté, ou au contraire de l'ouverture comme le Maroc? Nathan Dever. Ce que vient de dire Rachel Bina, c'est totalement vrai, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Et justement, il y a quelque chose de très important, me semble-t-il, dans ce qu'elle vient de dire. C'est que là, c'est un pays, l'Arabie Saoudite, mais qui n'est pas le seul d'ailleurs, qui est dans un moment d'alternative, où il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que cette extension des droits humains, qui est en effet relative, parce qu'elle a rappelé, et elle a tout à fait raison de rappeler tout ce qui encore ne va pas dans ce pays, c'est que cette extension prenne le visage en quelque sorte d'une américanisation. Moi j'ai été frappé, par exemple, la ville de Riyad est une ville très américanisée, avec des gratte-ciel, etc., des centres commerciaux, des malls, toutes les marques qu'on peut imaginer. Et l'américanisation, en gros, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire société de consommation pour les élites, pour la bourgeoisie. Et donc, les gens auront des beaux 4x4, des super smartphones, des vêtements de luxe, et ils pourront étudier l'élite dans des universités mondiales, et tout cela donnera l'impression qu'on a affaire à un pays moderne. Mais l'américanisation des mœurs ou du mode de vie ne va pas nécessairement de pair avec l'extension des droits humains. Ça veut dire on peut tout à fait imaginer, et ça existe d'ailleurs, des pays très américanisés dans le mode de vie, mais où il y a la peine de mort, c'est le cas d'ailleurs de certains États des États-Unis d'ailleurs, mais où il y a la peine de mort, où il n'y a pas de médias libres, où il n'y a pas de partis politiques, etc. En revanche, l'européanisation, et on en revient au désir de philosophie, c'est une autre voie. C'est-à-dire que l'enjeu n'est absolument pas de s'extasier, de dire oh là là, regardez, nous avons un pays où il y a des centres commerciaux, il y a des marques de luxe, les gens ont des super téléphones, ils sont connectés, ils ont un bon accent anglais, c'est formidable. Non, c'est pas du tout ça. C'est le désir de philosophie, c'est un désir c'est ce que j'ai rappelé moi dans ma conférence, qui est violent. C'est-à-dire qu'il suppose de rompre avec ses préjugés, avec son attitude naturelle, avec les idéologies, avec les conditionnements, avec les propagandes. Moi, c'est ce que j'ai dit dans ma conférence. Et à partir de là, ce désir est absolument incompatible avec le liberticide. À côté de moi, juste après moi, il y a quelqu'un, un Anglais, qui a fait une conférence, Brown Fritter, sur le supériorisme des hommes sur les femmes dans la philosophie, sur la supériorité de l'homme sur la femme. Il est allé très loin. Il a dit des choses extrêmement radicales sur le fait que même en Occident, la philosophie s'était trop souvent constituée contre les femmes, en écrasant leur voix, en écrasant leurs droits, en écrasant leur corps, etc. Et il le disait devant un parterre où les femmes étaient voilées et où, manifestement, vous voyez, ce désir de philosophie, il prend cette forme-là, de quelque chose qui nous secoue. Et donc, en effet, pour réagir à ce que disait Rachel, je voulais juste clarifier, naturellement, la logique de cette conférence, et c'est pour ça, encore une fois, que c'était salutaire, c'est qu'il s'agissait absolument pas de faire, comment on pourrait appeler ça, de la philosophie washing, comme on parle de greenwashing, c'est-à-dire de dire, on met un peu de philo, et donc tout cela est formidable, et en cachant des réalités qui sont obscures. Au contraire, je pense que ce qui a été sain, c'est que tout a été dit, y compris les sujets les plus dérangeants, y compris les sujets entre guillemets les plus tabous, et que tout a essayé d'être pensé. Et on verra, peut-être que ça n'aura aucun effet, mais peut-être que dans 30 ans, parmi les gens qui nous ont écoutés, ou peut-être dans moins, peut-être dans 10 ans, ça pourra essaimer, transmettre d'autres idées, etc. Alors, ces ambiguïtés, comment vous les voyez? Parce que on voit aussi ces ambiguïtés au Qatar avec la demi-finale France-Maroc. Le drapeau palestinien qui est, d'une part, il y a les accords d'Abraham, il y a les ouvertures envers Israël, et d'autre part, vous avez une équipe qui brandit le drapeau palestinien, et ça fait
comment dire, ça a un effet sur toutes les capitales arabes. Comment vous voyez cette ambiguïté? Déjà un mot sur ce que vient de dire Nathan Dever. En effet, il a pointé du doigt quelque chose qui est presque le nœud gordien justement, c'est-à-dire en effet l'occidentalisation ne passe pas simplement par l'américanisation des esprits. Et l'Europe a plus qu'une carte à jouer et c'est très important justement cette distinction qu'il a faite. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir et garder à l'esprit, c'est-à-dire le décalage entre une société de consommation et un mode culturel qui en réalité est bien différent justement de ce qu'on peut trouver. Ensuite, oui, cette espèce d'oumma que certains peuples arabes veulent créer à travers la question palestinienne. Bon, déjà, on sait que c'est assez stérile quand même. On va pas revenir sur la question du Liban, des camps, de la bande de Gaza, etc. Mais on le voit en tout cas de plus en plus comme élément culturel d'identification, c'est-à-dire la question palestinienne, ou ce qu'on croit être la question palestinienne, parce que pour beaucoup, vous leur demandez de placer Gaza sur une carte, ils sont perdus. Ensuite, on l'a vu, alors là on a parlé des drapeaux, des drapeaux très importants à Doha. Il y a également la question des supporters qui boycottent justement les journalistes israéliens et qui ne veulent pas leur parler. Alors, je me suis demandé s'ils avaient le même réflexe à l'égard, par exemple, des journalistes chinois. Est-ce que là aussi, au nom des Ouïghours, on refusait de leur adresser la parole ou pas, ou si c'était un traitement qui était réservé aux journalistes israéliens. Mais on voit en effet cette instrumentalisation et puis cette Coupe du Monde qui est éminemment politique, qu'on le veuille ou non, et qui sert justement à certains pour exprimer un agenda, mettre en œuvre un agenda politique et militant. Je ne suis pas sûre que les résultats soient à la hauteur des efforts déployés. Nathan Dever. Oui, ce qui est très intéressant dans ce que dit Rachel, c'est qu'il y a peut-être un double mouvement dans le monde arabe, du point de vue je suis un peu caricatural en disant ça, mais disons du point de vue des dirigeants, des régimes, on observe quand même un abandon de la cause palestinienne. Ça, c'est manifeste. Je veux dire, les grands pays sunnites, en tout cas, sont en train de lâcher totalement cette cause qui était censée être leur cause, peut-être une des causes qui les rassemblait en dehors de l'Oumma, mais qui était leur cause géopolitique qui les fédératrice. Et d'autre part, on observe quand même dans l'opinion arabe, et je trouve que c'est à la fois tout à fait salutaire et à la fois peut-être problématique, mais un vrai soutien qui ne faiblit pas envers la cause palestinienne. Salutaire pourquoi ? Salutaire premièrement parce que quand on parle des Palestiniens, il faut quand même remarquer que la situation qu'ils traversent aujourd'hui est peut-être depuis les débuts du conflit israélo-arabe est peut-être la situation la plus désespérante pour leur cause et pour eux, c'est-à-dire une situation où non seulement ils sont toujours, je parle même pas de Gaza, je parle en Cisjordanie, toujours dans une situation de discrimination, d'inégalité, etc. Mais plus encore, ils sont dans une situation aujourd'hui où l'existence d'un État palestinien en Cisjordanie est remise en question. C'est-à-dire, globalement, le modèle des deux États a été de facto abandonné. On a abandonné l'idée de dépassement du conflit au profit de ce qu'on appelle le paradigme de la réduction du conflit. On rogne un peu comme dans un gruyère. Cependant, et Rachel le disait, le paradoxe de ces mouvements comme ça d'adhésion à la cause palestinienne, c'est que très souvent, ils n'ont absolument rien à voir avec la Palestine et ils viennent de gens qui sont absolument incapables, ne serait-ce que de la situer sur une carte ou de citer un seul écrivain palestinien. Moi, souvent, quand je vois des militants pro-palestiniens, je leur parle de Darwish, ils croient que je parle d'un plat. Je veux dire, voilà, donc, tout est dit. Donc, d'un plat chinois, pour le chinois coup. peut-être. et donc, c'est ça le grand paradoxe. Et à mon avis, il faut jamais lâcher aucune de ces deux lignes. Premièrement, avoir une position qui reste, au nom d'ailleurs du judaïsme, au nom de l'éthique juive, qui reste critique, et au nom d'un vrai amour d'Israël, qui reste critique de la politique qui peut être menée par les gouvernements successifs en Israël, et notamment aujourd'hui, notamment ces derniers temps. Et deuxièmement, au nom de la lucidité, et au nom aussi d'ailleurs des principes qui sont ceux pas seulement du judaïsme, même de l'universalité, ne absolument pas être dupe de certains discours qui font semblant de soutenir la Palestine, mais qui en fait stigmatisent Israël, souvent d'ailleurs pour justifier des régimes autoritaires.
Alors, comme nous n'avons pas été rejoints par notre ami Aline Lebaille-Crémer, je voudrais quand même qu'on évoque un peu avec vous l'actualité de l'Ukraine, et d'autant qu'il y a eu cette semaine une réunion internationale sur l'aide humanitaire à apporter à l'Ukraine. Il y a également les bombardements qui se poursuivent et même qui s'intensifient sur la population ukrainienne. Est-ce qu'on peut dire, vous faisiez allusion à Derrida tout à l'heure, c'est lui qui a lancé ce concept d'État voyou. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la Russie est un État voyou? Je vois pas comment on pourrait pas le dire là. Franchement, oui, la Russie est un État absolument voyou. Et plus encore, ça on le voit tous les jours depuis, j'allais dire depuis le début de la guerre en Ukraine, mais en fait on le voit depuis beaucoup plus longtemps. Enfin, il suffit de voir ce qui se passait en Syrie, en Tchétchénie, etc. Mais deuxièmement, ce que je trouve absolument incroyable en fait, c'est que Vladimir Poutine, le directeur de la CIA a dit une chose que je trouvais très vraie. Il disait, Vladimir Poutine, tous ses raisonnements reposent sur des axiomes qui sont entièrement faux. Et l'axiome premier de Vladimir Poutine, c'est d'estimer que l'effondrement de l'URSS a été un drame en soi. Alors naturellement, je ne suis pas dupe du fait que ça a été très dur pour un certain nombre de Russes sur le plan économique, mais lui, il estime que quand la Russie s'est rétrécie territorialement, elle a perdu en grandeur. Et tout ce qu'il essaye de faire, ce qu'il essaye de faire en Syrie, ce qu'il essaye de faire en Ukraine, c'est une logique d'essayer de faire de l'extension territoriale. Et là encore, Derrida, l'Europe, et particulièrement la France, auraient une leçon à donner profonde à cette axiomatique qui est totalement fausse, en rappelant que, c'est toute la pensée du général de Gaulle, que la grandeur de la France, par exemple, elle n'a jamais reposé, en tout cas dans la France moderne, n'a jamais reposé sur le mythe et sur le désir d'une extension territoriale. Le général de Gaulle, quand il était au pouvoir, c'est un homme qui a rétréci le territoire de la France, notamment avec l'autodétermination de l'Algérie. Donc il l'a rétréci considérablement, et pourtant il a augmenté, il a multiplié sa grandeur. Donc Vladimir Poutine, tout son discours depuis 20 ans, qui est de dire aux Russes « je vais vous rendre votre grandeur », en fait il ne leur rend absolument pas leur grandeur. Il aspire juste à leur rendre des territoires, et de manière barbare, et en tuant des civils, et en tuant des peuples, etc. Mais ce n'est absolument pas ça, rendre la grandeur à un pays. Rachel Binas, la Russie est-elle un État voyou? Mais ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Jean-François Colosimo, on n'a pas compris l'aspect nihiliste prépondérant chez Vladimir Poutine. C'est-à-dire que il ne semble rien avoir à perdre. Et il y a un jusqu'au-boutisme qui est absolument sidérant. Quitte d'ailleurs à tout perdre, c'est-à-dire qu'on plonge avec lui dans une irrationalité qui rend extrêmement compliquée toute analyse d'ailleurs, parce que tout sur quoi il s'est fondé s'est révélé être faux. Au départ, il expliquait qu'il allait lutter contre le nazisme en Ukraine. Bon, c'est pas exactement ce qui se passait sur le terrain. Ensuite, que les Ukrainiens, de toute façon, attendaient d'être sauvés. Il a réveillé, si je puis dire, ou exacerbé un sentiment nationaliste au sein de l'Ukraine que l'on ne soupçonnait même pas. Il était persuadé que, parce qu'aussi assez mal entouré ou entouré par des gens qui, par crainte, par peur, de toute façon, ne lui disent que ce qu'il veut entendre, que tout ça allait être extrêmement rapide. C'est pas le cas. C'est pas le cas. L'armée aujourd'hui ukrainienne est extrêmement forte. On pose d'ailleurs dans Marianne la question, est-ce que quelque part c'est pas la meilleure armée du monde aujourd'hui? C'est dans le numéro actuel de Marianne. Mais voilà, tous ces éléments rendent compliqués les pronostics parce que vous avez en face d'une nation qui se bat, qui donne son sang pour sa survie, eh bien, quelqu'un qui n'obéit à aucune règle de la rationalité et qui ne semble être muet que par l'orgueil, quelque part. C'est une affaire d'orgueil, avant tout.
Alors, comme il nous reste quelques minutes, je vais vous demander d'abord, c'est rituel en fin d'année, l'homme ou la femme de l'année selon votre appréciation. Deuxièmement, je vais vous demander, mais là vous allez être à contre-emploi parce que vous dites que vous n'êtes spécialiste ni l'une ni l'autre. Je vais vous demander un pronostic pour le match de ce soir. France-Argentine et je vais vous demander pour finir ce que nous faisons régulièrement dans cette émission, je vais vous demander votre coup de cœur ou votre coup de griffe. Qui veut commencer? Rachel? Je laisse ma place. Ah merde. Alors, l'homme ou la femme de l'année, ça c'est la première chose. Alors ça, je me la réserve pour la fin, cette question. D'accord, moi aussi. Ok. Le match, allez, je vais dire un 2-1 pour la France, bien sûr. D'accord, très bien. Que personne ne fasse des paris sur cette base-là, parce que mes connaissances sont quand même très limitées en la matière. Ensuite, vous m'avez demandé, ensuite, coup de cœur ou coup de griffe, c'est ça? Voilà. Coup de cœur ou coup de griffe de la semaine. Qu'est-ce qu'un livre, un film, une expo, une déclaration, un portrait, voilà. Écoutez, alors je vais dire, voilà, très bien, une lecture, et une lecture illustrée. Ça s'appelle Voyage au pays des boxeurs de Loïc Vacan, un sociologue qui a décidé pendant des années de se mettre à la boxe à Chicago pour justement étudier les boxeurs, et il explique à travers, voilà, c'est un livre, un très très beau livre avec des photos, etc., comment c'est une manière de prendre revanche à la fois sur le ring mais aussi dans sa vie. Alors, l'homme ou la femme de l'année, parce que malheureusement il faut laisser 2 minutes à notre ami Nathan. L'homme ou la femme de l'année? Zelensky, ça serait quand même un petit peu trop facile, mais c'est quand même lui aujourd'hui qui rythme notre actualité. Si d'ici là j'ai une autre idée, je vous fais signe, mais vous me prenez D'accord. un peu de Alors cours, Nathan. Merci beaucoup d'avoir commencé, c'est gentil. Alors d'abord, du haut de mes très hautes compétences sportives, je vais vous imiter, je vais dire 2-1 pour la France, voilà. Mais ça n'a absolument aucune valeur. C'était la première fois que je voyais un match depuis je ne sais même pas combien de temps. On verra cet après-midi. Peut-être que vous avez visé juste votre coup de cœur. Coup de cœur de la semaine. Un livre qui s'appelle Montparnasse, quand Paris éclairait le monde, qui est un livre d'art, un beau livre, chez Albin Michel, qui est absolument formidable parce que c'est un livre qui revient sur tous les artistes pendant les années folles, des années 10 aux années 20, etc., qui arrivaient des 4 coins du monde, mais des artistes qu'on a totalement même oubliés dans l'histoire de l'art, qui arrivaient fauchés, mais vraiment fauchés, ils n'avaient pas un sou, qui habitaient à Montparnasse, sous la tour, dans ce quartier qui était un quartier complètement dingue, avec des bars, avec des trucs un peu loufoques, etc., d'une vie de bohème, et qui se sont lancés, qui ont révolutionné en fait l'art. Donc c'est un livre vraiment, et puis aussi sur la grandeur de Paris, qui est un peu, peut-être plus qu'elle est. Deuxièmement... L'homme ou la femme de l'année, vous avez juste le temps de dire qui, à vos yeux? Celui dont j'aurais aimé qu'il fût l'homme de l'année, Salman Rushdie. Très bien, merci Nathan Dever, merci Rachel Binas. C'était le 4 quarts politique de la semaine, et puisque nous sommes en fin d'année, je voudrais vous dire, vous souhaiter une bonne fin d'année, un bon dimanche et une bonne fête de Hanouka.